Satoshi Nakamoto, quand il créait Bitcoin, il avait l'Afrique en tête. Dans les pays qui utilisent beaucoup plus le social pour diriger les peuples, quand vous comparez chaque fois au capitalisme, c'est comme le jour et la nuit. Quand tu veux entrer dans Bitcoin, regarde tes compétences. Sur quoi je peux contribuer. Et à travers Bitcoin, ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement du franc CFA et à quel point ça peut affecter non seulement moi, mais la génération qui vient derrière moi. Donc ma mission, c'est d'être le Bitcoiner qui pousse l'adoption du Bitcoin pour éradiquer le franc CFA au Cameroun. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis aujourd'hui au Cameroun, à Douala, avec Zanda. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci Géraud. Super. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Zanda, c'est une figure de la communauté Bitcoin au Cameroun et plus globalement en Afrique. Il est auteur du livre Bitcoin for Kids. Il est l'un des organisateurs de la première conférence Bitcoin Only au Cameroun. Conférence Afrique Bitcoin. Afrique Bitcoin, exactement. On va avoir le temps d'en reparler un petit peu tout à l'heure. Et tu as également travaillé dans l'écosystème Bitcoin et tu travailles encore dans l'écosystème Bitcoin. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail? Moi, je m'appelle Zonda, comme Géraud a dit tantôt, et je suis basé au Cameroun. Je suis Bitcoiner, je suis Bitcoin Only. Et je travaille dans l'écosystème Bitcoin depuis à peu près 5 ans. Et j'ai eu l'opportunité à travailler avec des entreprises comme Paxful en tant que Senior Marketing Associate pour l'Afrique francophone. Alors juste, est-ce que tu peux expliquer ce que fait Paxo en Afrique? Ok, à l'époque, Paxful était une entreprise Bitcoin. Oui, c'est vrai qu'il y avait d'autres cryptos, mais majoritairement, ils parlaient plus de Bitcoin. Et ils étaient plus sur l'éducation et l'adoption, promouvoir l'adoption du Bitcoin en Afrique. Et quand je suis entré dans la paille, l'Afrique francophone est aussi entrée dans la marche parce que, comme qu'à être Camerounais, on fait partie de l'Afrique francophone, de même que le Cameroun parle anglais. C'est un pays bilingue, mais on est majoritairement un pays francophone. Ouais. Donc, à Paxful, j'ai aidé les personnes qui s'est intéressées d'abord de comprendre le Bitcoin et deuxièmement, comment utiliser le Bitcoin, comment avoir et vendre ces Bitcoins. Donc, c'était en grosso modo ce que Paxful faisait. Parce qu'en fait, Paxo, concrètement, c'est une plateforme qui met en relation les acheteurs et les vendeurs de Bitcoin de manière plus ou moins en peer-to-peer. En peer-to-peer, ouais. Très bien. Ok. Et il y avait un sujet que je voulais absolument aborder avec toi. On se souvient tous, il y a quelques années, elle était à l'époque candidate pour être présidente de la République en Italie, Giorgia Meloni, qui avait fait une interview où elle parlait du franc CFA et à quel point c'était un système un petit peu d'asservissement de l'Afrique. C'est vrai que nous, en France, on a entendu parler du franc CFA, mais on ne comprend pas forcément toujours totalement comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, il y a le franc CFA, c'est un sujet en particulier un sujet très délicat, en même temps très émotionnel. Pour la plupart des gens qui ont compris le bien fondé de ce système créé par la France. Le franc CFA avait dit simplement que la trésorerie des 17-18 pays en Afrique, qui sont appelés Afrique francophone, la trésorerie de ces pays se retrouve en France. Donc, qui veut dire que chaque pièce de monnaie, chaque monnaie fiduciaire qui est imprimée, est fabriquée en France avant d'être amenée en Afrique. De même qu'on a des banques centraux, la CEDEAO en Afrique, la CEMAC, parce que les deux pays, les deux zones principales qui utilisent le franc CFA, c'est la CEDEAO et la CEMAC. Et la CEDEAO a fait partie des pays comme le Mali, les pays du Sahel. Et aussi maintenant en Afrique centrale où tu trouves le Cameroun, le Gabon, le Tchad, Congo, des pays comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est un petit peu toute l'Afrique de l'Ouest concrètement. Ouais. Toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voilà, appartient à la France et sont dans la zone franc CFA. Ouais. Et maintenant, dans ces pays, comme les pays de la CEDEAO, qui fait partie des pays
de l'Afrique de l'Ouest, mais qui parlent français, utilisent ce qu'on appelle le ZAF. Donc, une autre dénomination du franc CFA, c'est le ZAF. Mais non, les pays de l'Afrique centrale utilisent ce qu'on appelle le ZOF. Donc, c'est XOF. Donc, pas au Cameroun. Le Cameroun fait partie de l'Afrique centrale, qui utilise le ZOF. Ah, c'est une autre dénomination pour le franc CFA. Oui, très bien. Mais c'est toujours le franc CFA. D'accord. Ce qui fait en sorte que si tu es un Camerounais, tu débarques en Côte d'Ivoire avec du ZOF, tu ne pourrais pas interagir avec du ZAF. Mais c'est le franc CFA. Donc, nous, on se pose toujours la question, mais c'est la France qui fabrique ça, mais pourquoi c'est compliqué d'utiliser le ZOF et le ZAF? Alors que ça a le même cours, ça a la même valeur. Exactement, ouais. Donc, pour donner un tout petit peu de détails, c'est que la France, le franc CFA en Afrique, c'est que nous, on ne comprend pas comment est-ce que la France, qui donne les ordres, qui dirige en quelque sorte avec du néocolonialisme, le franc CFA, qui est la monnaie utilisée par 17 pays, qui fait en sorte que, de façon indirecte, c'est la France qui détient les économies les plus valeureuses de ces pays-là, donc toutes les matières premières de ces pays qui sont valeureuses, c'est la France qui les détient. De telle sorte que si peut-être on a du cacao au Cameroun et on voulait vendre ce cacao je dis n'importe quoi, à l'Ukraine, en Allemagne, on demande d'abord la permission à la France. Et si la France dit non, même s'il ne veut pas du cacao, on n'a pas le droit à le vendre. C'est-à-dire que la France peut bloquer des transactions en francs CFA? Ouais. Même s'il n'est pas intéressé, surtout avec des matières premières. Donc, même le bois, cacao, tous ces trucs-là. J'imagine qu'il y a eu des exemples dans l'histoire où c'est déjà arrivé? Ouais, il y a pas mal des histoires, mais moi, je n'aimerais pas entrer dans tous ces détails-là, mais je suis en train de parler de façon superficielle ce que représente le franc CFA et ce que la France fait en utilisant le franc CFA pour contrôler l'Afrique avec du colonialisme qui se Bien sûr. J'imagine que c'est un outil qui peut être un petit peu utilisé pour faire pression en termes de politique, pour établir des présidents en Afrique et toutes ces choses-là. Ouais, tous ces trucs. Et parce que l'argent représente, je pense, plus de 60-70% du contrôle d'un pays. Donc, si vous détenez l'argent, ça veut dire que vous avez le peuple en main. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire des décisions, peu importe le type de décision, et que chaque fois, si ces décisions vous favorisent, ça défavorise le peuple de l'Afrique francophone, Cameroun, Mali et tout. Et moi, je pense qu'en tant qu'un être humain, on ne fait pas des décisions à chaque fois ou bien de façon perpétuelle pour nous défavoriser nous-mêmes. Donc, ce qui est logique, c'est que chaque décision de toutes ces années que nous, les pays africains, francophones, utilisent le franc CFA, toutes ces années, toutes les décisions qui ont été prises nous ont défavorisés, économiques, sociales, culturelles, et dans tous ces sens. Et d'ailleurs, le cours du franc CFA est indexé à l'euro. Donc, quand l'Europe dilue sa monnaie, eh ben, il y a un contre-coup sur le franc CFA qui est de facto aussi victime de cette inflation. Exactement, et que nous, on n'a rien à y voir avec l'euro. Oui, donc, c'est ça qui fait en sorte que des conséquences négatives de l'euro affectent l'Afrique, alors que ça ne devait pas être comme ça. C'est un petit peu comme le système du dollar qui est utilisé en Amérique latine par rapport au El Salvador. Quand l'État américain dilue la monnaie du dollar, bah, le peuple américain, il en voit pas beaucoup la couleur, hein, mais le mec qui est au El Salvador, c'est encore moins, quoi. Il est juste victime de l'effet Cantillon et de la dilution de la monnaie qui fait augmenter les prix en valeur relative, quoi. Exact. C'est exactement la même chose qui se passe en Afrique francophone et au Cameroun. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'épanouir de façon financière, de façon économiquement, à cause de ces problèmes qui ne sont pas visibles du jour au lendemain. Il faut être quelqu'un qui recherche, qui demande des questions critiques, qui veut du changement pour arriver à
à voir ou bien à réfléchir qu'il y a une main invisible qui est en train de tout bloquer à chaque moment. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un petit compte-rendu sur l'adoption de Bitcoin au Cameroun et globalement en Afrique francophone? Premièrement, est-ce que les gens connaissent Bitcoin? Est-ce que c'est utilisé en réserve de valeur et en moyen de paiement? En arrivant ici, j'ai regardé sur la Bitcoin Map. Et d'habitude, dans toute grande ville, j'arrive à trouver au moins un ou deux commerces qui acceptent Bitcoin. Alors, il doit y en avoir à Douala, je suis persuadé, mais ils sont pas référencés sur cette carte. Donc, j'imagine que ça doit pas être très adopté déjà en moyen de paiement. Ouais, au Cameroun, c'est un peu sombre, si je peux dire comme ça. Mais quand je dis sombre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens. Il y a des gens qui utilisent, qui font des choses, qui font des échanges, qui vivent sur Bitcoin depuis plus peut-être 3, 4, 5 ans aujourd'hui. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est quand on se montre Bitcoin au Cameroun, tu as tendance à appeler les gens négatifs sur toi. Donc, c'est pour ça que la plupart des personnes qui font du Bitcoin au Cameroun ne sont pas vraiment d'adhérents parce que le terrain n'est pas assez accueillant. Oui. Non seulement les citoyens normaux ne connaissent pas ou bien s'en fichent complètement du Bitcoin. J'imagine que c'est aussi lié peut-être à tout ce qui s'est passé dans le monde des cryptos. Ils associent sûrement le Bitcoin aux cryptos, à FTX, à toute la perte de valeur du marché crypto, j'imagine. Ouais. C'est aussi un autre angle qui fait en sorte qu'il freine l'adoption du Bitcoin en Afrique, Cameroun en particulier, et surtout l'Afrique francophone, parce que il n'y a pas eu mal des arnaques, des gens qui pensent que Binance c'est Bitcoin, parce que tout ce qu'ils connaissent comme plateforme de crypto de façon générale, c'est Binance. Donc, je te rassure, en France aussi, je suis déjà tombé sur des gens qui pensaient que les bitcoins synthétiques qu'ils avaient sur Binance étaient des vrais bitcoins. Et c'est vrai qu'il y a, notamment dans les gens qui sont dans les cryptos, même en France, il y a un niveau d'éducation qui est très très bas, quoi. Ouais. Et moi, je pense qu'en Afrique francophone, l'un des problèmes et que je suis en train de faire de la recherche en profond là-dedans, ça date depuis des années de la colonialisme parce que la France en Afrique avait inventé un système d'assimilation. Et ce système d'assimilation disait que chaque citoyen africain des pays qu'ils avaient conquis devait être français. C'est un modèle d'ailleurs qui était différent du colonialisme anglais. Ouais, qui était indirect rule. Ouais, qui était pas trop dans l'assimilation, quoi. Il vous donne le pouvoir de gérer, hein, mais il ne contrôle pas derrière. C'était le système des Anglo. Mais du côté de l'Afrique francophone, c'était complètement différent. La France voulait mettre la paille dans tout, donc il voulait contrôler et bien plus que ça, te transformer, toi, jeune un jeune qui grandit en Afrique francophone, tu devais te transformer, non seulement en langue, culture, façon de parler, ce que tu manges et tout. Donc effacer un petit peu cet ancrage culturel et historique, que ce soit sur, j'en ai appris un petit peu lors de mon voyage au Cameroun, le système des tribus, de passeports et tout ce qui est associé à ça. Ouais. Et tout ce qu'on fait, tout notre système devait devenir français. C'est même jusqu'aujourd'hui, façon d'éduquer, façon de parler. Chaque personne veut, même des commerces au Cameroun. Chaque chose, tu vas avoir la culture française là-dedans parce que ça date depuis là et c'est resté gravé dans nos mémoires et souvent on réagit de façon inconsciente. Même quand on rejette la technologie, même quand on dit que c'est pour les Occidentaux, on a toujours la mentalité de dire que si ça ne vient pas de la France, ça veut dire que ce n'est pas pour nous, quoi. Donc tu penses que malgré la décolonisation, il y a encore cette relation et cette dépendance psychologique par rapport aux décisions de la France et au leadership un petit peu de ce qui se passe en France, c'est ça? Exactement. Et j'ai eu des amis francophones. Si par exemple il y a une émission télé qui parle des
des sujets intéressants, mais en anglais, les gars ne sont pas du tout intéressés parce que c'est en anglais. Donc, du coup, ça crée une limite de là d'où tu peux aller. Donc, ça crée une limite de tes potentiels, de ce que tu peux réagir, ce que tu Bien peux sûr. réaliser. En sachant qu'il y a beaucoup plus de contenu Bitcoin en anglais qu'en français. Ce qui d'ailleurs en France, j'en parle souvent sur la chaîne, hein, pendant de nombreuses années, il n'y avait pas beaucoup de contenu Bitcoin only en France. Et c'est vrai que les gens qui parlaient anglais, moi compris et tous les autres gens de la communauté, ils étaient beaucoup branchés sur des créateurs de contenu anglophones. Et bon, là, maintenant, aujourd'hui, ça s'est un peu équilibré, mais c'est encore disproportionné. Ouais, et c'est la même chose au Cameroun, en Afrique francophone. Oui, on a toujours cette mentalité d'attendre que tout soit en français avant qu'on fait le premier pas. Ouais. Mais je pense que du bon côté, il y a pas mal de gars qui, malgré le fait qu'il y a un problème de langue, qui est en train de graver l'échelon, surtout dans le domaine du Bitcoin. Il y a Alphonse au Bénin, il y a Loïc au Bénin aussi, il y a Nourou au Sénégal, il y a Taras en Côte d'Ivoire. Pour citer. Donc ce sont des créateurs de contenu francophones qui parlent de Bitcoin. Ouais, ils ont des produits, ils font de merveilleuses choses dans l'industrie du Bitcoin en Afrique francophone. Donc, ce sont les références du Bitcoin en Afrique francophone. Et ce qui me plaît avec eux, non seulement ils ont compris pourquoi Bitcoin, mais ils sont aussi Bitcoin only. C'est très rare, il va falloir que je parle de ça. C'est très rare de voir en Afrique francophone un jeune qui est Bitcoin only. Et il y a deux raisons pour ça. Quand tu es Bitcoin only, c'est très très difficile, surtout quand tu as une responsabilité, de continuer dans ces lancers-là. Il y a très souvent, quand tu vois quelqu'un, il entre peut-être en comprenant le Bitcoin, mais il va aussi entrer dans les shitcoins parce qu'il sait qu'il va peut-être ramasser quelques petits revenus pour survivre. Et oui, c'est vrai que quand tu penses à court terme, que tu es un producteur de contenu, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher des financements dans des boîtes crypto, altcoin ou tout ce que tu veux là-dedans, plutôt que d'aller chercher des financements dans des boîtes qui sont que Bitcoin, quoi. Ouais, et là, ça pose un très, très grand problème et que beaucoup de personnes me demandent souvent comment est-ce que j'ai réussi ou bien comment est-ce que d'autres jeunes Africains réussissent à rester Bitcoin only. Et l'une de mes missions, c'est d'expliquer comment rester Bitcoin only. Ce n'est pas dire que je suis Bitcoin only en disant seulement, c'est aussi en pratique. C'est pour ça que j'explique souvent le Bitcoin à ne pas expliquer. Je commence souvent à expliquer quelqu'un l'utilité du Bitcoin sans commencer toutefois par le Bitcoin. Par exemple, tu ne peux pas dire que tu vas être Bitcoin only sans toutefois avoir quelque chose à offrir. Donc, tu dois avoir de la valeur à offrir. Et peut-être, tu n'as pas besoin forcément de travailler avec une entreprise Bitcoin. Tu peux être docteur, tu peux être avocat, tu peux être ingénieur, tu vois un peu. Mais quand tu veux entrer dans Bitcoin, regarde tes compétences. Sur quoi je peux contribuer. Ou bien si tes compétences n'arrivent pas à un certain niveau, tu augmentes ta capacité. Oui. C'est vrai que tu peux trouver un moyen de promouvoir le Bitcoin, quel que soit ton ADN et quelles que soient tes capacités. Tu parlais de docteur, on a un Bitcoiner qui est docteur dans le sud de la France. Il y a Bitcoinimo qui est basé à Lyon, qui eux ont une agence de vente de biens immobiliers en Bitcoin. Et alors toi, c'est là où j'aimerais t'amener. C'est très intéressant parce que tu as écrit et plus ou moins créé un livre qui s'appelle Bitcoin for Kids. Et quand tu m'expliquais tout à l'heure le processus pour créer ce livre-là, tu m'as dit qu'il y a beaucoup de gens, quand tu leur parles de Bitcoin, ils sont un peu largués et ils te demandent explique-moi le Bitcoin comme si j'avais 5 ans, alors que c'est des adultes. Et c'est un petit peu ça aussi qui t'a amené, entre autres, à faire ce livre, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, l'idée du livre m'est venue quand
parler. J'avais l'opportunité de créer des meet-ups, des petites conférences pour parler du Bitcoin à différentes personnes quand je travaillais pour les entreprises P2P. Et ça m'a permis de comprendre que malgré que quelqu'un peut être adulte, malgré que quelqu'un peut avoir le téléphone la plus sophistiqué, ne veut pas dire qu'il comprend la technologie et surtout Bitcoin. Donc, pour les adultes, j'ai aussi compris que le Bitcoin, c'est un sujet très, très compliqué. Il faut souvent parler côté argent. Mais moi, je me dis que pour mieux comprendre le Bitcoin, on ne peut pas seulement focaliser sur l'argent, on doit aussi expliquer la technologie, comment ça marche, comment on produit et tout ça. Et je pense que souvent, il faut attaquer ça par le problème. Quel est le problème de la création monétaire? Quel est le problème de la censure? Et en quoi Bitcoin résout ce problème-là? Et si tu l'abordes de cette manière-là, tu vas voir que si les gens ont d'abord compris les problèmes, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'en comprendre les solutions. Le problème étant que la plupart des gens n'ont pas encore compris les problèmes. Ouais. Et en parlant de problèmes, beaucoup de personnes ne connaissent pas s'ils ont ces problèmes-là. Même si tu évoques le sujet, tu expliques, ils se retrouvent dedans, ils se perdent toujours parce qu'ils se disent que, OK, comment est-ce que je peux faire confiance en Bitcoin? Et qu'on ne fait pas confiance en Bitcoin en une journée, même si on a trouvé notre bien fondé dans l'aspect Bitcoin. Ouais, un peu. Et c'était un peu trop compliqué pour moi de regarder cet horizon-là et dire que, OK, si tu es John, par exemple, je vais t'expliquer Bitcoin comme ça, et je vais expliquer comme ça à Marie et tout. Donc, chaque personne qui vient devant toi, tu essaies de comprendre là où l'historique de la personne et tu expliques en fonction de ce qu'il connaît déjà pour ne pas rendre la tâche de compréhension plus compliquée. Donc, moi, je me dis que si des gens viennent vraiment pour me demander cette question, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui n'ont même pas l'opportunité, qui ne savent même pas qu'une telle conférence d'éducation existe. Comment est-ce que je peux retrouver ou bien toucher ce type de personnes-là? Mais jusque-là, je ne savais pas sur quel angle, quoi créer pour toucher ce type de personnes. Mais donc, comme je disais tantôt, l'inspiration immédiate qui m'a poussé à l'action, c'est un fameux jour que je travaillais sur ma machine et je prends le temps de mon fils avait 2 ans et il est venu me demander parce que quand je travaillais, le logo de Bitcoin était à côté. Ouais, il m'a demandé, papa, ça c'est quoi? J'ai dit Bitcoin. Il a dit Bitcoin c'est quoi? J'ai dit digital money. Il me regarde, après il part. C'est là où l'idée du nom du livre Bitcoin Kit s'est sortie de ma tête. Et j'ai pris un bout de papier, j'ai écrit Bitcoin Kit, comic book. Ouais, oui, donc comic book, donc c'est une BD qui explique Bitcoin aux enfants. Pour les enfants, mais en même temps, les adultes qui n'ont jamais compris Bitcoin. Oui. Mais il veut ça de façon facile, sans stress. Et puis je pense que souvent dans la communauté Bitcoin, il y a un décalage entre, on est souvent des gens qui connaissons un petit peu plus la technologie, qui avons grandi avec des téléphones, avec Internet, mais on se rend pas compte à quel point il y a un fossé avec l'humain moyen sur ses connaissances, que ce soit de la monnaie, de la technologie, d'Internet et des ordinateurs. Et moi, si par exemple, je veux expliquer Bitcoin à ma mère qui est née en 58 et qui n'est pas grandi avec un ordinateur dans la main et qui ne comprend rien à la création monétaire, je pense qu'un livre comme le tien serait parfaitement adapté. Exactement, exactement. Donc, de même que les enfants peuvent lire et comprendre le bien fondé du Bitcoin, les adultes qui n'ont rien à y voir avec le Bitcoin et qui veulent comprendre sans toutefois être dans toute cette magouillade de technologie, que la blockchain marche comme ça, le on-chain, off-chain, tout ça là. Et donc, ce qui est particulier avec le livre, c'est qu'on a utilisé les anecdotes. Donc, tu ne vas pas entrer dans le livre, on va te dire que Bitcoin, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. On a ramené la conversation du Bitcoin dans un cadre familial. Donc, il y a le père, la mère, le fils et la fille. Le storytelling. Oui, du storytelling. Maintenant, le père rentre le soir, il apporte les cadeaux à ses enfants. Maintenant, en donnant ces cadeaux à ses enfants, la mère le demande, « Ah, tiens, tu m'as rien amené, c'est moi qui est la reine de la maison. » Le père lui dit,
regarde ton wallet, tu t'as envoyé quelques bitcoins. Curé comme les enfants sont, la fille démonte, papa, c'est quoi Bitcoin? C'est d'où la conversation du Bitcoin commence. Donc, en préparant le dîner du soir, ils sont en train de causer en famille Bitcoin. On a fait ça exprès parce que on veut que les familles africaines comprennent qu'il est temps d'avoir ou bien de faire la conversation Bitcoin à la maison. Le Bitcoin, ce n'est pas pour les Occidentaux. Le Bitcoin, c'est pour les Africains aussi. Donc, on faisait ça de façon conversationnelle pour donner l'impression ou bien pour donner cet angle de ramener le Bitcoin en famille. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, ce livre, il a été plutôt bien reçu, je crois. Tu as réussi à te faire sponsoriser par Trésor, notamment, pour t'aider par rapport à la distribution. Distribution, oui. Et aussi, très important pour mentionner, c'est que le livre est utilisé comme l'une des ressources éducationnelles pour la Trésor Academy. Donc, chaque fois qu'il y a Trésor Academy partout dans le monde entier, il y a un bouquet de 10 livres que Trésor envoie. On a eu ce contrat qui me permet, je reçois les DM sur Twitter chaque fois, des gens qui ont lu de Suriname, de Mexique, de différents pays dans le monde entier. Ça doit faire chaud au cœur, ça. El Salvador et tout, qui m'ont envoyé des messages positifs que le livre, ça a aidé ma mère, ça a aidé mon père, ça a aidé mon fils, donc des trucs comme ça. Et ça me plaît beaucoup. Et donc, le livre, il est disponible en anglais. En anglais. Et je crois en français également. Oui, en anglais, mais en anglais, maintenant chez Amazon, mais en français, dans très bientôt aussi sur Amazon. D'accord. Donc, d'ici que la vidéo sera sortie, on en parlait tout à l'heure, le livre sera sûrement disponible sur Amazon en français. Ouais. On peut dire avril, oui. Okay. On mettra un lien en commentaire. D'accord. Et l'un des deuxièmes projets sur lequel tu travailles en ce moment, c'est cette conférence que tu vas organiser, donc une conférence Bitcoin Only, qui va être la première conférence au Cameroun et qui va un petit peu regrouper le monde africain francophone autour de Bitcoin, c'est bien ça? Tu peux nous en dire plus, hein? Donc, l'inspiration déjà de la conférence est venue du fait qu'on voulait se rattraper au niveau de la langue, parce que du côté de l'Afrique, ils parlent anglais, c'est un peu plus rapide l'adoption. Quand vous regardez un peu sur African Bitcoiners, il y a un site qui répertorie toutes les activités en Bitcoin en Afrique. Quand vous regardez côté Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est aussi, Afrique du Sud, il y a des activités en Bitcoin. Il y a des communautés qui se créent chaque jour, il y a des projets et tout ça. Mais quand vous regardez côté Afrique francophone, c'est un peu, ce n'est pas trop ça. Donc, dès là, première source d'inspiration. Deuxième source d'inspiration, c'est African Bitcoin Conference, qui a organisé sa 3e édition dernièrement au Kenya. Exactement, il y avait Jack Dorsey. Jack Dorsey, exactement, qui était là. Ouais, il était là. C'est la plus grande conférence en termes de Bitcoin en Afrique, de façon générale. Et particulièrement maintenant en Afrique francophone, on a eu des conférences comme Bitcoin Mastermind au Bénin. Et 2 éditions, on a eu aussi Dakar Bitcoin Day au Sénégal. Donc 2 éditions. Donc nous, en conférence Afrique Bitcoin, on vient seulement pour amplifier, pour amplifier tout ce qui se passe et pour augmenter le taux des activités qui poussent l'adoption du Bitcoin en Afrique francophone. Oui, parce que il y a des événements crypto et tout ça, blockchain et tout, mais il n'y a pas vraiment des conférences Bitcoin only en français. Voilà. Donc voilà. La source d'inspiration. Et aussi, un autre truc qui nous a poussé, c'est vrai que je travaille, c'est vrai que l'idée du projet est venue de moi, mais je travaille avec une équipe, oui, très, très soutenue par Rimsky, par Joe Rimsky. Et derrière tout ça, on a vu que le franc CFA, c'est un sujet qu'on doit vraiment attaquer comme étant jeune, qui vit en Afrique francophone, qui voit toutes ces réalités. C'est un peu le Léviathan à abattre et déjà
communiquer là-dessus pour informer la population de ce que c'est, quoi. Ouais. Parce qu'avant, je connaissais 2-3 trucs sur le sujet du franc CFA, mais à travers Bitcoin, ça m'a permis d'entrer dans le rabbit hole, de mieux comprendre le fonctionnement du franc CFA et à quel point ça peut affecter non seulement moi, mais la génération qui vient derrière moi. Donc, c'est pour ça que j'ai tout transformé, tout ce que je faisais avant. Donc, ma mission de maintenant jusqu'à peut-être je vais mourir, c'est d'être le Bitcoiner qui pousse l'adoption du Bitcoin pour éradiquer le franc CFA au Cameroun. Donc, toutes les activités qu'on fait au Cameroun, voilà notre... nous avons une mission commune parce que nous, chez Bull Bitcoin, notre slogan, c'est Destroy Fiat, détruire le système Fiat. Donc, okay. Et donc, cette conférence, tu m'as dit que c'était sur 3 jours, ce qui est énorme. Ça va être des conférences, donc des workshops, des talks, et il va y avoir aussi un aspect art Bitcoin africain. Ouais. Ouais. Donc, cette partie nous intéresse beaucoup parce que c'est nouveau en termes de conférence Bitcoin. Oui, et quand nous, on veut donner la vie sociale au Bitcoin, on ne veut pas seulement se focaliser technologie, tout qui est complexe, tout ça. Nous, on est en train de vouloir mettre la musique, l'art, Bitcoin en fusion pour créer une autre expérience pour des gens qui vont venir à la conférence. Et du coup, le 25, le premier jour de la conférence. Donc, la conférence, c'est le 25 avril 25, 26, 27. Et donc, ce sera à Douala. Oui, à Douala, à quoi précisément. Et le 25, il y aura visite des entreprises parce qu'on vous a aussi fait donner la visibilité aux entreprises qui font des produits, des services en Bitcoin. On en a quelques-uns ici. Et après cette visite, on aura maintenant une exposition à l'IFC, oui, Institut français, un truc comme ça, où on aura des expositions d'art Bitcoin. Et là, on va récompenser le meilleur d'art Bitcoin. Ouais. Donc, il y aura des artistes Bitcoin africains. Ouais. Très bien. Qui ont créé Faudra des que portraits. Faudra que tu m'envoies les liens. Ils vont créer des portraits et maintenant le public va voter meilleur portrait et qu'on va récompenser. Tout ça, le but de tout ça, c'est pour inspirer les artistes africains, camerounais, de commencer à créer de l'art autour du Bitcoin. Voilà, le premier jour de la conférence. Mais donc, le 26, qui est le jour majeur de la conférence, il y aura des workshops, il y aura des panels, il y aura des présentations, des différents experts qui seront de la partie à la conférence. Et on a des sponsors comme Machankora, on a Trésor, on a Bitrust, on a Blink, qui sont les sponsors majeurs. Et on a aussi 2 sponsors locaux, il y a Ejara et EasyChange, qui sont en train de nous soutenir. Tout ça pour dire que quand on va peut-être faire le rapport, quand on va peut-être publier, d'autres entreprises, d'autres personnes, d'autres individus jeunes seront inspirés et ils vont dire que, OK, voilà, je pense que la prochaine conférence qu'on est en train de planifier pour la Côte d'Ivoire, pour 2026, on aura un plus grand nombre de personnes, on aura un plus grand nombre de sponsors et on pourra aussi aider beaucoup plus de personnes. Donc, c'est une conférence qui n'a pas vocation à rester au Cameroun, mais à changer chaque année de pays en restant dans l'Afrique francophone. Ouais, on reste focalisé parce qu'il y a énormément de travail à faire en Afrique francophone. Donc, nous, on a décidé de rester en Afrique francophone. Et pour revenir sur l'adoption de Bitcoin au Cameroun, on discutait avant l'interview et tu me disais qu'il y avait beaucoup de gens de la diaspora, que ce soit de la diaspora camerounaise, qui habitaient en Europe ou aux États-Unis, qui envoyaient de l'argent ici, au Cameroun. Et par exemple, tu me disais que pour un Américain, pour envoyer de l'argent au Cameroun, il devait passer par Western Union ou des MoneyGram, des systèmes comme ça qui prenaient beaucoup de frais, c'est 8, 9, 10%. Est-ce que tu vois un futur pour utiliser Bitcoin pour recevoir de l'argent ici
de pays comme l'Europe ou les États-Unis? Oui, moi je suis très optimiste pour, pour une réalité comme ça, parce que de même qu'il y a beaucoup de challenges, de même qu'il y a l'adoption est très très lente, mais du côté positif, euh, il y a pas mal de jeunes africains francophones qui comprennent déjà ce qu'il faut faire pour changer les choses en Afrique francophone. Donc là, ça me donne beaucoup d'inspiration, ça me donne le souffle de me lever chaque matin et de continuer les activités. Parce que avant, ce n'était pas ça. On s'est dit il y a de cela peut-être 10 ans, 7 ans, c'était pas ça. Maintenant, tu pourrais aborder le sujet de l'argent avec des jeunes Camerounais comme moi et que tout le monde est intéressé pour donner son avis sur le sujet. Et quand les gens commencent à parler de ça, ça commence à créer des idées, ça commence à créer de l'action. Et quand il y a des actions, il y a des services qui sont produits, il y a des produits qui sont créés, il y a pas mal de choses qui commencent et que après, hein, on ne sait pas, peut-être ça va arriver dans 10, 20, 50 ans, mais je pense que dans un futur proche, oui, les transactions globales monétaires seront en Bitcoin, surtout en Afrique, parce que moi, j'ai dit au début, quand j'ai compris le bien fondé du Bitcoin, moi, je me suis dit, mais bah, tiens, je pense que Satoshi Nakamoto, quand il créait Bitcoin, il avait l'Afrique en tête, parce que si tous les Africains, selon moi, pourraient comprendre le Bitcoin, c'est qu'on va dire, mais le CFA ou bien M-Pesa ou le Kenya shillings, le Naira va disparaître à moins d'une journée, quoi. Et oui, parce que c'est intéressant, parce que chez nous, en Europe, on a une banque centrale, on a la Banque de France. Donc chez nous, l'ennemi, enfin, l'objectif, c'est de détruire ces organismes-là, mais ils sont chez nous. Vous avez juste à couper le lien qui existe entre vous et la France et la Banque centrale européenne. Donc c'est vraiment quelque chose de possible et d'envisageable, quoi. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose de très possible. C'est quelque chose qui se fait déjà au Mali et au Burkina, au Niger aussi. De quelle manière ça se... Le Mali, le pays Mali qui est dirigé par un militaire. Il y a aussi le Burkina. Donc eux, ils ont des présidents de la République qui veulent un petit peu s'émanciper de ce système-là, c'est ça? Et qui sont en train de le faire déjà. Oui, ça se passe très bien là-bas, ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas encore compris ou bien mettre les bitcoins dans tout ce qu'ils sont en train de faire, mais l'horizon ou bien la démarche, la vision qu'ils ont émis et les actions qu'ils sont en train de prendre sont... Donc ils ont peut-être pas compris Bitcoin, ouais, mais ils ont déjà identifié le problème. Ouais. Ou bien peut-être ils ont compris, mais c'est entre l'implémentation va peut-être venir après, mais ça nous donne beaucoup d'espoir. Ouais. D'ailleurs, il faudrait un Nayib Bukele africain, ça serait beau. Qu'est-ce que tu penses de... ça avait fait le buzz un petit peu il y a 1 ou 2 ans. C'était le président de la République centrafricaine qui avait commencé à faire un petit peu le buzz en parlant de Bitcoin, de blockchain, de crypto. Alors nous, on avait vu ça d'un œil un petit peu suspect. D'après moi, hein, c'était un petit peu un moyen de lever des fonds et d'attirer des investisseurs. Mais est-ce qu'il s'est passé des choses intéressantes là-bas ou c'était vraiment que de la fumée devant les yeux? Ouais, je pense que j'ai une très bonne question déjà et je pense que je suis bien placé pour parler de ce sujet parce que le temps que ça chauffait, j'ai eu l'opportunité de voyager pour aller en Afrique centrale. Et ce que j'ai vu là-bas, c'était complètement contraire à la réalité qu'on suivait en ligne, quoi. Parce que en Afrique centrale, de même peut-être que le Cameroun, mais c'est un peu plus pire là-bas, c'est que il y a un grand problème de connexion Internet. Déjà, la consommation de connexion Internet, c'est pas fait pour tout citoyen, qui veut dire que ça empêche déjà l'adoption ou bien promouvoir de Bitcoin dans un pays comme ça. Moi, je pense qu'il a mis les chariots avant les bœufs, un peu parce que... Il a voulu adopter Bitcoin alors qu'il n'y a même pas de couverture Internet dans le pays. Voilà. Il n'y avait même pas d'infrastructure pour soutenir le Bitcoin.
dans ces pays. Parce que non seulement il y a un problème de compte Internet, il y a un problème d'électricité. Oui, c'est un problème. Ouais. Il y a aussi un problème d'alimentation quotidienne. Ouais, parce que la nourriture basique, c'est cher. Et tu t'imagines, l'Afrique, c'est un pays qui est pauvre, comme la Banque mondiale a dit, sur papier, mais c'est un pays qui est très riche en terres naturelles et tout. Ouais. Mais quand il y a déjà problème de se nourrir, problème d'électricité, problème d'Internet, c'est très, très difficile de faire promouvoir, véhiculer le message du Bitcoin. Et oui, on ne se rend pas forcément compte de ça quand on est en France parce que on se balade dans la rue, dans n'importe quel café, il y a du Wi-Fi, on a tous des téléphones avec de la data en illimité. Mais moi, j'ai passé 2 semaines là, à Kribi, en dehors de Douala. Là-bas, il y a des coupures d'électricité. Les gens, ils n'ont même pas forcément des smartphones avec Internet. Ils ont les vieux téléphones Nokia où tu peux juste envoyer des textos. Donc c'est vrai que on peut parler d'adoption en Afrique de Bitcoin en ayant un petit peu de la poudre dans les yeux, mais il y a quand même des challenges structurels qu'il faut d'abord attaquer avant de parler d'adoption de Bitcoin. Ouais. Donc, c'est ce problème-là que j'ai retrouvé en Afrique centrale et que je me suis dit que tiens, ça serait très, très difficile de faire promouvoir, véhiculer le message aussi important que ce message est, mais ça ne va pas entrer dans la tête du citoyen lambda. Donc, parce que ces problèmes majeurs, ces problèmes directs ne sont pas résolus. Donc, le Bitcoin pour lui, c'est un peu quelque chose un peu lointain, alors que ça ne devait pas être ça. Ouais, un peu. Et moi, je me suis dit que le projet, je disais ça en 2022, quand je suis rentré, parce que j'ai passé presque 2 semaines là, 10-11 jours comme ça. En rentrant, je me suis dit que, ou bien j'ai dit à mes amis que je discutais avec eux, non, le Bitcoin ne peut pas marcher dans ces pays-là. Pas parce que je ne veux pas, c'est l'Afrique. Je devais être optimiste. Mais là, j'étais pessimiste parce que ce que j'ai vu, la réalité ne concorde pas avec ce que le président avait annoncé et tout. Moi, j'aurais voulu que s'il avait vraiment eu l'intérêt de rendre son pays comme un pays de Bitcoin, il devait d'abord arranger les problèmes structurels. Oui. Donc, faire en sorte qu'il y a quand même d'électricité, il y a quand même la consommation d'Internet du journalier ne soit pas aussi chère. Et oui, développer les infrastructures électriques, Internet, c'est la priorité si jamais il veut s'occuper de l'adoption de Bitcoin dans son pays. Ouvrir un peu plus des établissements technologiques, scientifiques, d'abord, des universités peut-être. Des scientifiques particulièrement, que ces gens, cette tête pensante vont rester pour développer cette technologie-là. Donc, en tout cas, le coup de buzz avait marché à l'époque. Moi, personnellement, je l'avais senti comme ça. Hein. C'était sûrement un moyen d'attirer du capital, peut-être de lever des fonds via des cryptos un petit peu obscurs. Je ne sais pas si ça a fonctionné là-dessus, mais oui, j'ai l'impression que c'était un peu de la fumée devant les yeux. Et je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ce qui se passe au Congo avec notre ami Seb Goupillou qui a installé qui a une installation de mining dans un parc national avec de l'énergie hydro. Premièrement, est-ce que il y a ce type de projet qui existe au Cameroun de mining et est-ce que c'est envisageable? Non, le mining au Cameroun, c'est pas encore trop ça. Oui, il y a quelques individus qui font du mining, mais ils ne veulent pas se prononcer déjà. Oui. Ah, donc ils le font de manière, pas forcément publique, quoi. Oui, ils le font. Ouais. Et je pense que nous, on a abondamment de l'énergie. Une abondance d'électricité. Oui, on a abondamment d'énergie qui peut se transformer en électricité qui va être utile pour miner les bitcoins. D'accord, donc il y a de la ressource. Oui, c'est quoi, c'est de l'hydro? Oui, okay. Il y a de l'hydro, oui. Il y a Aidea, il y a Lompanga là-bas. Oui. Et juste
C'est juste une question de manque de priorité. C'est pour ça que il y a de la coupure de lumière au Cameroun. C'est pas parce qu'on a manque la source pour faire en sorte que tous les Camerounais vivent dans l'électricité abondante, mais c'est manque de priorité. Ouais. Donc, le mining peut vraiment marcher au Cameroun, mais il y a des parcours qu'il faut valider, qui sont il faudrait peut-être aussi qu'il y ait des hommes politiques et des entrepreneurs qui aient cette vision qui est encore très atypique, même si les mentalités sur le mining ont beaucoup augmenté ces dernières années. Il y a quand même des cas, par exemple au Texas, où le mining permet de rentabiliser des grids, vu qu'il y a des fluctuations de la consommation l'hiver et l'été. Il y a de plus en plus un petit peu entre guillemets de proof of concept, où on peut voir que le mining peut venir en soutien aux problèmes qu'ont les populations sur place, que ce soit pour s'alimenter en électricité ou avoir une alimentation constante tout au long de l'année, quelle que soit la demande d'électricité. Ouais. Je pense que Gridless, qui est au Kenya, l'entreprise Gridless, ils font du mining au Kenya, et je pense qu'ils font exactement la même chose. Et la même chose que Gus Pulu fait au Congo. Donc, il y a un village au Kenya où il alimente le village et que les villageois les payent en des petites sommes, mais ils ont l'électricité de façon perpétuelle, quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Et la somme qu'ils payent pour l'électricité qui a été générée à travers le mining du Bitcoin, la somme qu'ils payent, c'est rien en fait, mais ils se jouissent de l'électricité. Donc, il y a des endroits ou bien il y a des villages au Cameroun qui auront besoin aussi de ça, mais comme je disais tantôt, pour parcourir cette chemin-là, c'est très très compliqué. Il faut avoir toutes les pièces bien arrangées avant de se lancer. C'est une possibilité, mais je pense que c'est avec le temps. Moi-même, ça m'intéresse, mais je pense que il faut d'abord créer cette relation et faire comprendre à certains membres du gouvernement importants que voilà. Bien sûr, parce que c'est multifactoriel. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens s'organisent pour l'appliquer, il faut trouver des financements. Tous ces trucs-là, il faut bien le mettre en place avant de se lancer, parce que c'est pas comme si du jour que tu vas mettre les machines et ça va commencer à miner et que tu vas avoir de l'argent. Donc, ça prend un peu du temps. Et puis le mining, souvent, pour avoir un accès à l'électricité qui est pas cher, c'est souvent derrière une volonté politique. Alors quand je dis politique, c'est pas forcément le président, ça peut être les collectivités locales ou les maires ou les personnes qui tiennent les départements, tout ça. Donc c'est vrai que c'est dépendant là-dessus. Et c'est pour ça qu'en France, on n'a pratiquement pas de mining. Et j'ai vu sur ton profil que tu t'intéressais à l'économie autrichienne. Ouais. C'est assez intéressant parce que en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent historiquement à l'économie autrichienne. C'est Bitcoin qui t'a amené à ça? Ouais, c'est Bitcoin qui m'a amené à Mises. Ouais, j'ai lu pas mal de livres. Mises et à Rothbard. Moi, je me dis que chaque individu qui comprend le bien fondé du Bitcoin, c'est un peu automatique. Parce que quand tu commences à lire... C'est un goulot d'étranglement qui ramène un petit peu aux idées libérales et à l'économie autrichienne d'une certaine manière. Voilà, ouais. L'économie autrichienne promouvoit le capitalisme parce que le monde a plus avancé de façon rapidement et que les gens ont pu s'épanouir économiquement et socialement à travers le capitalisme. Vous voyez un peu, et que dans les pays qui utilisent beaucoup plus le social ou bien d'autres systèmes pour diriger les peuples, quand vous comparez chaque fois, depuis des années dans l'histoire, quand vous comparez chaque fois au capitalisme, c'est comme le jour et la nuit. En gros, les pays libéraux
ont un accès au développement et une sortie de la pauvreté qui est toujours... ça c'est... Il n'y a aucun exemple où les pays socialistes ont mieux réussi que les pays libéraux. Et d'ailleurs, c'est assez fou que les économistes autrichiens ne soient jamais étudiés dans les universités, que ce soit en France, j'imagine qu'ici c'est la même chose. Et par contre, les économistes qui sont liés plutôt au keynésianisme, là, on le prend à toutes les sauces. Et toi, tu m'expliquais tout à l'heure un petit peu, tu es dans l'entrepreneuriat un petit peu de Bitcoin. Tu me montrais ce projet de système de paiement en Bitcoin sur lequel tu es en train de travailler avec ton associé. Là, tu peux m'en dire plus? Ouais, donc nous on a été inspiré par ce qu'on a vu au Kenya dernièrement lors de African Bitcoin Conference en décembre 2024 et que ça nous a qu'on est arrivé au Kenya, il y a un problème d'échange de monnaie qui est très très compliqué pour quelqu'un qui arrive là-bas pour la première fois. Tu ne sais pas si on est en train de te demander plus ce que tu vas donner. Oui, donc c'est très très... Oui, c'est ça, c'est toujours un cauchemar quand tu arrives dans très, un pays comme ça, compliqué. de savoir quel est le taux de change, comment y aller. Moi, c'est pareil, quand je suis arrivé en Argentine l'année dernière, j'ai habité là-bas pendant 6 mois. Je suis allé à la banque, j'ai sorti ma carte bleue, j'ai mis la carte bleue dans la banque et ils m'ont dit que c'était $12 de frais et je pouvais pas retirer plus de $30. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je m'organise autrement. Et finalement, j'ai trouvé des gens à qui vendre du Bitcoin. Et là, je payais 1% au lieu de presque 40%. Ouais, j'imagine que même des personnes qui débarquent en Argentine et qui ne connaissent pas Bitcoin, en fait. Ouais. Donc, comme je disais tantôt, le produit, ça te permet de ne pas interagir avec la monnaie locale de façon indirecte. Et que donc, ça prend tout cette tracasse de vouloir interagir, échanger la monnaie Kenyan Shillings avec d'autres personnes que tu ne connais pas, mais ça te permet de faire tes transactions comme si tu étais un citoyen kenyan. Donc concrètement, au Kenya, il y a un processeur de paiement qui est un peu similaire à Orange Pay ici, qui est très utilisé. Donc il y a un système de paiement de l'entreprise de télécommunications Orange que plus ou moins tous les commerces acceptent. Et eux, ils ont développé une application qui permet de se brancher sur ce processus de paiement qui est accepté par beaucoup de commerçants, de restaurateurs. Et en fait, ça permet avec Lightning de swap de Bitcoin à ce moyen de paiement. Oui, là-bas qu'on appelle M-Pesa. C'est ça, ça s'appelle M-Pesa. D'accord. Et donc vous allez essayer de développer ce moyen de paiement ici au Cameroun. Oui, parce que nous, on a aussi les mêmes problèmes. Oui, mais on a les mêmes problématiques comme au Kenya. Donc, on a vu que peut-être durant la conférence, il y aura des étrangers, il y aura des gens qui vont venir de différents pays, Afrique, Europe, tout ça. Et je suis sûr, comme moi, quand je débarque dans un nouveau pays, je ne veux absolument pas interagir avec la monnaie fiduciaire de ce pays. Tu vois? Et que du coup, si la personne qui est en face de moi comprend cela, il va peut-être vouloir m'appliquer, vouloir faire peut-être le double de ce que je demande et tout ça. Et donc, on s'est dit qu'on va créer un produit comme ça. Oui, mais je pense que ça ne sera pas prêt avant la conférence, ça serait après la conférence qui va permettre aux étrangers qui viennent au Cameroun de rester sur Lightning, sur Bitcoin, et ils vont toujours avoir la possibilité d'aller dans un restaurant, faire des paiements dans un supermarché et partout comme un citoyen. Donc ça, c'est bon à savoir. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont prévu de voyager au Kenya, ils peuvent télécharger cette application et ensuite, pour faire un paiement, par exemple, d'un restaurant, ils ont juste à payer une invoice Lightning et le restaurateur sera payé automatiquement de manière quasi instantanée. Ouais. Et au Kenya aussi, ça m'a permis de Orange Piller, mais des chauffeurs Bolt et Uber, parce que, de façon que tu parles, ils connaissent les étrangers
Et il me demande que, mais toi, tu n'es pas kenyan, comment est-ce que tu as réussi à me payer? Je lui ai montré que je lui ai aussi zappé quelques bitcoins sur Lightning, sur Blink Wallet, et il m'a dit que waouh, ça c'est quelque chose de très très intéressant. Et du coup, il va commencer à s'intéresser à Bitcoin aussi. Ça, c'est vrai que souvent on essaye d'orange pill les gens en leur expliquant pourquoi Bitcoin, mais c'est aussi possible de leur montrer aussi comment ça marche. Ouais. Et le fait de voir la simplicité d'utilisation, parce que parfois les gens, pour eux, Bitcoin c'est quelque chose de pas concret. Ils associent ça à de la spéculation, et de te voir toi arriver dans ce pays et pouvoir faire tes achats du quotidien sans avoir besoin de passer par la monnaie locale, c'est vrai que c'est une espèce de preuve de concept que quand les gens ils le voient, ça les inspire et ils se disent ah bah Bitcoin c'est pas que quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret quoi. Exactement. Donc c'est exactement ce qui s'est passé au Kenya lors de mes interactions avec des locaux là-bas. Nzanda, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Oui, le mot pour la fin, c'est pour tous mes jeunes Africains comme moi. Je pense que la révolution est là et que tout le monde doit se réveiller et l'Afrique nous attend. L'Afrique a besoin de nous et c'est le moment pour nous de montrer et de donner tout ce qu'on a pour l'Afrique, pour que les enfants ou bien la génération qui est derrière soit épanouis, non seulement épanouis, mais connaissent aussi de façon grandir dans une mentalité qui va aussi permettre à eux de créer un bon espace pour la génération qui les suit. Très bien. Merci à toi. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite. Au revoir. Au revoir.